Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari, 2 titres. Le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, a procédé ce matin au lancement officiel des travaux du deuxième échangeur de la capitale, coût de l'ouvrage 27 milliards de francs CFA pour une période de 2 ans. Une date, un anniversaire, 18 février 2010, 18 février 2014, la Grande Muette a renversé le régime de Tandja Amadou. Rappelle les faits dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information sur la télévision Labari. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a présidé ce matin à la place des Martyrs la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction du deuxième échangeur de la ville de Niamey et de l'aménagement de ses voies d'accès. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation du réseau routier de la ville de Niamey en assurant la fluidité du trafic et en renforçant la sécurité routière dans la capitale conformément au programme Niamey-Niala. Un ouvrage dont le coût est estimé à près de 27 milliards de nos francs CFA et qui sera réalisé dans un délai de 2 ans par une société chinoise. Le compte-rendu de cette grandiose cérémonie avec nos reporters Michel Deji et Khalidou Bourema. Après la mise en service le 17 septembre 2013 du premier échangeur de la ville de Niamey, l'espoir est désormais permis en cette date historique pour un autre ouvrage de ce genre. Une infrastructure moderne qui donnera à la zone du rond-point Kennedy, inaugurée il y a plus de 40 ans, un visage plus rayonnant. Une ambitieuse et heureuse initiative qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tout le peuple nigérien en général et de la population de Niamey en particulier. Monsieur le Président de la République, il me plaît de vous présenter les chaleureuses félicitations de la population de Niamey, à vous et à votre gouvernement, pour l'attention toute particulière que vous ne cessez de manifester à l'endroit de notre région dans le cadre de ce projet qui vous tient tant à cœur, j'ai nommé le projet Niamey-Niala. Aussi, c'est le lieu pour moi de rappeler à la conscience nationale et internationale les réalisations qui ont déjà vu le jour à Niamey au cours de 2 ans seulement de votre mandat. Il s'agit de la route Est-Ouest, les voies d'accès au deuxième pont de Niamey, le premier échangeur sur le croisement des boulevards Mali-Béro et Zarmaganda, la reprise des boulevards de l'Azawad et de l'Ader du rond-point Katako au rond-point Barré, le début des travaux de la route Niamey-Goudel-Tondibiya-Tondikwari et du boulevard Askia Mohamed. En perspective, et toujours pour Niamey, au-delà de cet échangeur dont les travaux seront bientôt lancés, nous aurons les projets suivants. Les échangeurs de l'école Djori et du rond-point des armées, le 3e pont sur le fleuve Niger, la reprise de 70 km de voirie urbaine. Pour arriver à cette phase de concrétisation de ce projet, le ministre de l'Équipement a indiqué qu'un appel d'offres a été lancé, suite auquel la société chinoise China Geo Corporation International a été retenue pour conduire les travaux dans le cadre de la mise en œuvre du programme Niamey-Niala qui constitue une des priorités du président de la République. La construction de l'échangeur de la place des Martyrs, outre qu'elle va jouer un rôle déterminant dans la régulation du trafic de la capitale, rentre aussi dans le cadre du projet d'aménagement de la corniche, longeant les quartiers Yaldala, Terminus et Gamkale, situés à la rive gauche du fleuve, visant à offrir aux populations un cadre plus attractif avec le développement des activités commerciales et touristiques. S'agissant de la circulation, ce carrefour jadis appelé rond-point Kennedy est un croisement des voies génératrices d'un important trafic vers ou en provenance des zones résidentielles, administratives, commerciales et d'activités diverses se trouvant sur les 2 rives du fleuve Niger. Il est aussi, dans un passé récent, le passage obligé de toutes les marchandises en provenance des ports de Lomé, Accra et Abidjan. Le port Kennedy, ou rond-point place des Martyrs, reste aujourd'hui encore le véritable raccourci pour la population de la ville de Niamey pour joindre les 2 rives du fleuve et surtout le centre-ville
qui demeure le pôle principal des activités commerciales. La construction d'un échangeur à cet endroit se présente comme la solution optimale pour éviter tout conflit en séparant les différents circuits de circulation, garantissant ainsi une fluidité satisfaisante du trafic. Après la présentation de la maquette de ce futur joyau, s'en est suivi le lancement officiel des travaux par le président de la République. Des travaux qui seront exécutés dans un délai contractuel de 24 mois pour un montant de 26 milliards 774 millions 719 940 francs CFA, toutes taxes comprises. Un montant totalement pris en charge par le budget national d'investissement de l'État. Je l'annonçais dans les titres 18 février 2010, à pareil moment, le régime de la 6e République du Niger passait déjà à l'histoire. En effet, dans les coups de 13 heures, tout le Conseil des ministres était pris en souricière par le CSRD qui balayerait par une facilité inouïe le régime du président Tanja Mamadou. 18 février 2014, rappelons-nous qu'il y a 4 ans dans ce dossier signé Issa Milmeg. Nous sommes le 18 février 2010. Mais comme le 15 avril 1974, tout comme le 27 janvier 1996, cependant, un peu moins que le 9 avril 1999, le Niger et les Nigériens auront droit au même rituel militaire, des biens rodés pour la circonstance et à l'occasion. Un coup de force vient de se venir. À quelques détails évidents près et à bien d'autres détails, eux, soigneusement dissimulés et camouflés pour la cause, l'opinion nationale et internationale seront tout de même servies, une fois de plus, au même discours. En effet, en ce 18 février 2010, où que vous vous trouviez, au Niger ou partout ailleurs à travers le monde, vous pouvez, à la lumière des événements pareils survenus antérieurement dans notre pays, vous attendre à des propos du genre effectivement entendus, à des langages du genre déjà su et connus, bref, à une allocution du genre prévisible, c'est-à-dire du type déjà attendu, qui est la suivante. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, 18 février 2010, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de prendre nos responsabilités en mettant fin à la situation politique tendue que vous connaissez déjà. Il y a donc bien eu cette prise de responsabilité du 18 février 2010 par les forces armées nigériennes. Mais de toute cette kyrielle d'officiers généraux, d'officiers supérieurs, d'officiers subalternes, malin celui qui devinerait sur le tas et à l'instant le véritable auteur de ce coup de force. Mais à dire vrai, les fins fonds connaisseurs de la machine militaire nigérienne en présence et de son commandement hiérarchique savaient seuls que si quelque chose de la sorte devait survenir, cela ne serait aucunement l'œuvre de l'état-major. Ceux-là savaient que la solution ultime ne pouvait provenir que de là où on l'attendait la moins. Ils n'ont pas eu tort, car la prise de pouvoir de ce 18 février 2010 a été opérée effectivement par un parfait méconnu chef d'unité. Mais quelle unité? Pas n'importe laquelle. L'unité d'appui. Désormais, c'est toute l'armée nigérienne qui est mise devant ses responsabilités par le simple acte du commandant Salou Djibo. Cependant, comment envisager à la limite concéder aux acteurs et animateurs du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, et cela, un seul petit instant, cette qualité revendiquée de responsabilité, de toute leur responsabilité, lorsque c'est connu de tous, à cette date du 18 février 2010, on peut avoir à y coller une multitude de bien d'autres griefs et commentaires ou interrogations. À ce type de procès, disons-le, d'intention,
auquel le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, a eu droit en son temps opportun, sans omettre les innombrables écueils qui ont jalonné et émaillé la conduite même de l'opération de ce 18 février 2010, il y a lieu également d'ajouter aujourd'hui, 4 ans après l'avènement du CSRD donc, quelques aspects qui relevaient à l'époque de formidables non-dits du passage de l'intention à l'acte. Le coup de force du 18 février 2010, contrairement aux autres événements similaires dont le Niger et les Nigériens ont été contraints, peut avoir aussi un bon point ce mérite d'avoir été une mission montée, planifiée et menée en un temps vraiment record. 15 minutes et tout était fini. En un éclat d'éclair, le CSRD mettait fin à un combat épique, frontal et brutal, non pas mettant directement aux prises le président Mahamadou Tanja et le président Mahamadou Issoufou, mais qui opposait Mahamadou Arzika et Marou Amadou. 15 minutes auraient suffi pour faire définitivement taire les uns et les autres. En ce 18 février 2010, et en un quart de tour, le temps de tout juste rallier le rond-point 6e au Grand Marché, la 6e République du Niger n'était plus debout. Le commandant Salou Jibo et le CSRD se tenaient tous droits sur elle. Or, cette issue fatale n'était pas la seule option à considérer comme irréparable et irrémédiable. Cette irruption du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD sur la scène sociopolitique nationale, nombreux étaient des Nigériens qui l'appelaient de tous leurs vœux, de toutes leurs prières, de toute leur énergie. Mais au grand désespoir, parmi ces derniers, un bon nombre de ses concitoyens se recrutaient au sein de la nomenclature politicienne, c'est-à-dire de ces vrais professionnels de la politique nationale nigérienne. Pour éviter donc toute intrusion future, fût-elle attenante de ces preneurs de responsabilité, et là de toutes leurs responsabilités, comme ceux intervenus en 18 février 2010, l'alerte se doit d'être des plus permanentes chez les démocrates. Les démocrates, les vrais. Car, à tout point de vue, les événements du 18 février 2010 constituent une parfaite illustration de ce formidable prétexte servi au Conseil suprême pour la restauration de la démocratie par des démocrates, appelons-les ainsi des démocrates politiciens. Et tenant bon désormais ce prétexte, le CSRD qui n'en demandait pas mieux, ce qui devrait alors se passer le 18 février 2010 s'est effectivement déroulé ce même 18 février 2010. Autre aspect de ce journal, un séjour au Niger dans le cadre d'une rencontre africaine sur l'agroalimentaire. Une délégation de l'association Afrique Agro Export était ce matin dans les locaux de la société Nigerlais SA. Cette délégation était partie constater de visu ce qui fait la réussite de ce leader dans l'agroalimentaire afin de s'inspirer comme un modèle. Le résumé de cette visite guidée avec nos reporters Adam Ousmana et Sadoumi. Cette importante délégation, avec à sa tête la présidente de l'association Afrique Agro-Export, vient par la présente visite s'enquérir des conditions de travail du géant nigérien dans l'industrie laitière, à savoir Nigerlais SA. Une société qui se distingue par son souci constant pour l'hygiène, comme en attestent les dispositions prises pour cette visite. Une visite guidée qui a permis aux autres d'avoir d'amples explications sur le fonctionnement de cette unité industrielle dont le choix n'est pas fortuit pour cette délégation. Alors tout d'abord, impressionné par la qualité, l'importance et la qualité des installations, impressionné par la qualité des produits qui sortent de cette entreprise, impressionné aussi par la personnalité de la directrice qui a su transformer une petite entreprise en une grosse entreprise industrielle. Comme je l'ai dit, cela va nous inspirer parce que nous aussi, nous représentons ici une association africaine d'exportateurs de produits agroalimentaires, l'AFEX. Donc cette visite va vraiment nous motiver à développer nos entreprises parce que
effectivement, il y a des réussites quand il y a du travail, de la persévérance et que dans l'environnement, certaines conditions sont créées, il y a des entreprises puissantes, belles et qui mettent sur le marché des produits transformés, locaux, de très bonne qualité. Très émue par cette marque d'estime, la directrice générale de Nigerlais SA, volontaire, a partagé son expérience avec les membres de l'association Afrique Agro-Export. J'ai une ambition, c'est celle de pouvoir faire partager mon expérience et mes valeurs propres à tous ceux qui le désirent. Et je pense que vu que leur ambition se fonde sur l'accroissement de leur compétitivité, Nigerlais ne peut être, et moi-même je ne peux être qu'un élément qui puisse leur apporter quelque chose. Surtout pour les femmes qui constituent cette association. Cette visite prouve, si besoin est, la position qu'occupe la société Nigerlais SA, dont la renommée dépasse les frontières nationales, car certifié ISO 9001-2008 depuis l'année 2006. Avec Nigerlais SA, c'est la fourniture des produits et services dont la qualité répond aux exigences des clients. Ouverture ce matin de l'atelier régional de renforcement des capacités des acteurs et partenaires pour la contribution à l'internalisation du PDS 2012-2015 de l'initiative 3N et de la politique nationale de la protection sociale. C'est un atelier financé par le programme d'appui à la société civile PASOK 2. Le point avec Omar Issouf. Les élus locaux, les ONG et associations de la région de Niamey en formation. Une formation pour s'approprier de 3 politiques, à savoir l'initiative 3N, le plan de développement économique et social PDS, et la politique nationale de protection sociale, PNPS. Les résultats de la table ronde de mobilisation des ressources financières du 13 au 14 novembre 2012 à Paris, en France, sous l'égide du président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, nous donnent les raisons évidentes d'espérer pour contribuer efficacement à la résilience des communautés dans un contexte de lutte contre la pauvreté au Niger. Nos sincères remerciements et toute notre gratitude vont donc au RACEN et au GAP pour avoir initié une telle rencontre et au PASOK 2 pour avoir accepté de financer cet atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile et des élus locaux de notre région. L'objectif de l'atelier étant de combattre la pauvreté en renforçant les capacités des acteurs et partenaires de développement. Le regroupement des ONG et associations des secteurs de santé, coordonné par Djerma Koïdé, est l'initiateur de cet atelier régional. Il y a des ressources financières, tant au niveau du PDS qu'au niveau du 3N, qu'au niveau des autres partenaires. Mais il faudra que nous nous organisons davantage pour que les ressources qui sont disponibles soient utiles pour nos populations, pas pour développer le style de vie d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, quand vous regardez, on achète tellement de véhicules, on loue des maisons jusqu'à 2015, alors que le pauvre qui est au quartier de Dar-es-Salaam ou au quartier de Kadokori est en train de visiter dans la misère, alors qu'il y a des ressources qu'on peut mobiliser, qu'on peut utiliser, en tout cas pour sortir les gens de la pauvreté. C'est à la demande des ONG que le programme d'appui à la société civile PASOK 2 a financé les travaux. Le travail que nous faisons, une fois que le PDS a été approuvé, c'est ce travail d'accompagnement des organisations dans l'ensemble des régions. Tawa, Maradi, Zender, Difa, toutes ces régions ont subi la même formation. C'est au tour de Niamey d'emboîter les pas. Ensuite, Dosso et Agadez vont boucler la boucle. Le partenariat entre la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger et les responsables des organes de presse était au centre d'une rencontre tenue ce matin dans la salle de réunion de l'hôtel Univers de la capitale. D'autres précisions avec notre reporter Mamoud Saleh. C'est une rencontre de convivialité et d'échange entre les responsables des organes de presse et ceux de la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger. Objectif, faire un rétrospectif du partenariat qui existe entre les deux parties afin d'améliorer ce partenariat. C'est une tradition depuis 3 ans de rencontrer les organes de presse pour une rencontre conviviale, d'échange.
c'est pour nous permettre de prendre un peu le pouls de toutes nos activités. Qu'est-ce que nous faisons avec les organes de presse, notre partenariat. Est-ce que ce partenariat il est bon ou pas? Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons rencontré tous les organes de presse pour discuter, échanger et voir comment améliorer notre collaboration, qui a été, je l'espère, toujours bien faite et qui est toujours en place. C'est pour continuer encore à avoir des pistes pour améliorer nos échanges au cours de l'année. Voilà, c'est ça l'objet de cette rencontre avec tous les organes de presse du Niger. Oui, en fait, nous avons ce genre de rencontres même avec nos clients. Et aujourd'hui, nous sommes avec les organes de presse. Demain, ça va être les associations de consommateurs. Et un autre jour, ça va être avec une autre catégorie de clients. C'est toujours leur dire que tout ce que nous faisons, c'est dans la transparence. C'est pour leur permettre de voir de près tout ce que nous faisons et toutes nos réalisations. Et ce qui a permis de partager un certain nombre de réalisations faites au cours de l'année 2013. Et toutes ces réalisations ont été, je vais dire, relayées par les médias, par les organes de presse, par les clients. Donc ça nous a permis en tout cas de comprendre que nos clients attendent beaucoup de nous. Donc nous sommes obligés de faire un peu plus pour les satisfaire et leur donner la meilleure expérience client. Cette rencontre est une occasion pour les participants de faire des critiques, des remarques et suggestions qui, une fois prises en compte, permettront à Orange d'améliorer davantage ses prestations. La vie change avec Orange, le partenariat change avec Orange. Du 18 au 21 février 2014, l'Association des auteurs nigériens en langue nationale organisera 2 activités. La première, c'est la commémoration du premier anniversaire de la disparition de notre compatriote, le professeur Hambali Djundou. Et la deuxième, c'est la célébration de la journée mondiale de la langue maternelle pour le 21 février 2014. C'est donc pour faire le point des préparatifs que les organisateurs étaient en assemblée générale ce matin. Le point avec Souleymane Parma. Créée en 2006, l'Association des auteurs nigériens en langue nationale ASONIL a lancé officiellement ses travaux en 2008 et avec comme objectif principal la promotion des langues nationales. Pour rendre hommage à son père fondateur, le professeur Hambali Djundou, enseignant-chercheur à l'université de Kano au Nigeria, rappelé à Dieu le 25 juin 2013, l'Association des auteurs nigériens en langue nationale a décidé d'organiser un certain nombre d'activités commémoratives du 18 au 21 février 2014 à Niamey, avec la participation d'une forte délégation d'enseignants-chercheurs du Nigeria. C'est à l'honneur du professeur Hambali qu'elle a été organisée, n'est-ce pas? Du moins pour penser à sa mémoire et en tout cas dire tous les mots nécessaires face à cette personnalité-là qui a beaucoup fait pour les langues nationales, aussi bien au Niger qu'au Nigeria, et qui a été en réalité l'instigateur de certaines relations que nous avons eues entre nos frères du Nord Nigeria. Nos assises vont du 18 au 21. Donc, entre autres, on a ces échanges avec les collègues. La journée internationale de la langue maternelle a des manifestations du niveau national. Il y a des services qui sont chargés de cette question-là, qui organisent. Donc, nous allons nous-mêmes nous y impliquer. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on a retenu cette période-là pour nous impliquer dans l'organisation de la journée internationale de la langue maternelle. Outre les conférences et débats prévus au menu de ces activités qui coïncident également avec la journée mondiale de la langue maternelle célébrée le 21 février de chaque année, l'ASONIL envisage de décerner des trophées à un certain nombre de personnes pour leur contribution dans le cadre de la promotion des langues nationales du Niger. Nous allons profiter aussi à l'occasion de ces assises-là pour poser nous-mêmes des actes, notamment des manifestations de satisfaction par un certain nombre de personnes ou d'institutions qui eux-mêmes apportent leur appui. En fait, il s'agit, si vous voulez, d'un regroupement des gens qui sont impliqués dans les questions de langue nationale et qui pensent que ces langues nationales-là sont une voie, n'est-ce pas, constituent une voie
qui permettra le développement. Vous vous rappelez de tout ce qu'on a fait avec les écoles expérimentales, mais il s'agit ici d'un effort d'une organisation non gouvernementale qui s'est appuyée sur ces questions-là de langue pour pouvoir attirer l'attention aussi bien des dirigeants que des citoyens. Un nouveau bureau présidé par Menassara Abdoua, secondé par Haja Ouma Amadou, a été mis en place pour assurer la continuité des actions de promotion des langues nationales initiées par le professeur Ambali de son vivant. L'actualité dans nos régions, les habitants de Toulouare dans la commune de Biting-Kongi ont rendu public hier une déclaration. Il s'agissait pour eux d'apporter leur soutien à leur chef de village et à l'opérateur économique Boubé Gazibo, impliqué dans une affaire de vente de terrain. Le compte rendu avec Asman China. La population de Toulouare apporte son soutien à son chef de village et à Boubé Gazibo, tous deux incarcérés suite à une affaire de vente d'un site considéré comme une forêt classée par les autorités. Pour les ressortissants de Toulouare, il s'agit d'un terrain de culture qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Vraiment, ça nous a beaucoup étonnés. Parce que le chef de village, il n'est pas le premier à vendre. C'est pas le premier. C'est pas lui le premier. Avant même qu'il soit le chef de village, il y avait un certain Yero, membre de cette association-là, disant défendant les droits des élèves, qui a vendu une partie de son champ à un opérateur économique, aujourd'hui député national. Mais lui, il n'est pas inquiet. Lui, il est tranquille. On n'a pas déposé une plainte contre lui. Ni l'acheteur, ni le vendeur. Mais pourquoi c'est le chef de village, notre chef seulement qu'on accuse de vendre un terrain disant que c'est une propriété de l'État? Non, nous ne sommes pas d'accord. Déjà, les gens ont vendu avant lui. Je disais, il y a un certain gens qui a vendu avant lui. Avant même qu'il ne soit chef de village. Et il y a des gens qui ont vendu, qui ont acheté avant lui. Et il y a des gens aussi qui ont même, maintenant, il y a des gens qui continuent encore de vendre. Il y a des gens qui continuent encore à acheter, à part Bouba. Bouba n'a acheté que quelques hectares. Donc c'est pour cela que nous sommes rassemblés aussi, nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord de la station de notre chef. Parce que le chef, ce terrain-là, ce n'est pas un terrain pastoral. Il y a certains qui disent que les gens de l'arène disent que c'est un terrain pastoral. Ce qui est faux. Je disais que c'est faux. Depuis que vous êtes là, est-ce que vous avez vu une seule chèvre? Ce n'est pas un terrain pastoral, c'est un terrain de culture. Nous, les gens des villages, en particulier, et en général les gens de Gourma, nous ne sommes pas des éleveurs. En tout cas, l'élevage que nous pratiquons, c'est un élevage de circonstances. Donc, la plupart d'entre nous sont des cultivateurs. Nous, on ne connaît que la culture, l'agriculture et le jardinage. Raison pour laquelle elle demande la libération pure et simple du chef du village et de Boubé Gazibo. Nous demandons la libération de Bouba sans condition. Nous demandons aussi la libération de notre chef sans condition. Et sinon, vraiment, les conséquences seront vraiment catastrophiques. Parce que nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes tous prêts à aller à prison. Nous sommes tous prêts à aller à prison. Tous les gens de... J'ai appris avant d'hier sur une radio privée, certains disaient que Bouba achète 1 hectare, 20 000 à l'hectare, ce qui est faux. Même si c'est 1 hectare, c'est nos terrains. Nous les avons hérités de nos parents. Le chef a hérité ces terrains de ses parents. Donc c'est pour nous le terrain. On est libre à vendre à qui que ce soit. On est libre à vendre 200 francs l'hectare. Est-ce que ça le regarde? Ça ne le regarde pas. Et puis c'est faux. Vous n'avez pas acheté 20 000 hectares. Elle disait que vous achetez 20 000 hectares et les vendez à 200 000. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Et même Boubou, c'est un opérateur économique. Il a acheté pour gagner, pour avoir des bénéfices. Donc c'est nos terrains que nous avons vendus à Bouba et nous avons vendu pas à Bouba seulement, à plusieurs particuliers. C'est nos terrains. Et ce ne sont pas des terrains aussi pastoraux, c'est des terrains de culture. Les ressortissants de Toulouare jugent régulière la vente de ce site et entendent lutter jusqu'au bout. Un incendie s'est déclaré cet après-midi non loin de l'autogare de Tilaberi, situé au quartier Yantala. Un incendie qui a été très vite maîtrisé. Heureusement, les dégâts sont limités. Le récit donc de cet incendie avec notre reporter Hassan Saleh sous des images de Sadoumi.
C'est une boutique et un dépôt de charbon qui ont été touchés par le feu, dont l'origine serait un court-circuit. L'incendie n'a rien laissé dans la boutique où tout a été consumé, ce qui a d'ailleurs provoqué la psychose chez les voisins. Heureusement, le feu ne s'est pas propagé. La prompte réaction des voisins, vendeurs et revendeurs du marché Haboutagui et de l'autogare de Tilaberi a permis de circonscrire le feu avant même l'arrivée des éléments du sapeur-pompier qui ont parvenu à éteindre complètement le feu. Aucune victime n'a été enregistrée, seulement le propriétaire de la boutique a tout perdu. L'actualité hors de chez nous en Centrafrique, un accrochage a opposé des miliciens anti-Balaka aux soldats de la force africaine. Au moins 8 morts dans un village situé près de la frontière camerounaise. Kagabandoro, petite sous-préfecture de 25 000 habitants située à 360 km au nord de Bangui. Une ville où les civils de chaque communauté sont désormais coincés. Il y a deux groupes qui sont là, les anti-Balaka et puis les Seleka. Oui. Ils font beaucoup de violences, des coups de fusil. Les gens ne peuvent pas rester, surtout les femmes et les enfants ont peur. Kagabandoro est une des dernières villes encore tenues par les ex-rebelles de la Seleka. Un passage obligé pour les convois de camions qui mènent les populations musulmanes vers l'exil au Tchad. À peine 3 km de là, les milices anti-Balaka se tiennent en embuscade dans la brousse, un statu quo précaire qui menace d'exploser à tout moment. Nous voulons attaquer ces rebelles musulmans et les réduire en morceaux. Ils doivent quitter Kagabandoro, qu'ils s'en aillent, c'est notre priorité. C'est dire si la présence des forces armées internationales ici est plus que jamais nécessaire. Mais pour l'heure, les soldats de la MISCA, soutenus par les Français de Sangaris, restent concentrés dans la capitale et dans les provinces de l'Ouest. Ils travaillent dans une mine clandestine à l'est de Johannesburg lorsqu'ils ont été pris au piège en Afrique du Sud. Cela fait plusieurs jours que des mineurs ont été bloqués s'il vous plaît sous terre. Encore 3 rescapés. Mardi matin, 3 nouveaux mineurs clandestins sont remontés à la surface. Ils ont été arrêtés. L'opération de secours se poursuit à Benoni, dans la grande banlieue de Johannesburg. Tous n'auront pas eu cette chance. Plus tard dans la journée, les sauveteurs ont annoncé avoir trouvé 2 corps dans la mine. C'est un drame minier paradoxal qui se déroule depuis dimanche autour de ce gisement abandonné, avec des victimes qui ne veulent pas remonter et des secours qui n'osaient pas descendre car les lieux sont dangereux. L'ancienne mine d'or avait été réouverte de manière illégale. Les mineurs sont tous de nationalité étrangère et pour la plupart sans papier. Avec raison, ils craignaient donc l'arrestation. Ils sont très réticents à sortir. Je ne suis pas sûr qu'ils préfèrent rester au fond. Je ne peux pas répondre. Mais nous négocions pour essayer de les faire remonter à la surface pour qu'ils sachent que nous pouvons les aider du point de vue médical, puis les remettre aux autorités compétentes. Au total, 25 mineurs sont remontés depuis dimanche et les autorités avouent n'avoir aucune idée du nombre de personnes prises au piège. Les sauveteurs craignaient que 200 mineurs ne soient bloqués au fond. Point final de cette édition d'information sur la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.